parmi nous. Donc, en tant que secrétaire départementale du Front National de l'Allier du Mouvement Rassemblement de Marine et conseillère municipale de Vichy, donc je suis honorée aujourd'hui d'accueillir notre orateur national en la personne de Valérie Liopis, qui est cofondatrice du collectif Racine, directrice d'école depuis 20 ans, conseillère de Marine Le Pen aux affaires scolaires, collège et lycée, membre du comité central du Front National, conseillère municipale de Tarascon et enfin conseillère régionale de la région PACA. Donc à sa droite, vous avez monsieur Alain Avello, qui est secrétaire général du collectif Racine et professeur certifié de philo. À ma gauche, vous avez Matteo Manuel, qui est professeur en génie civil et qui est responsable du département de l'Allier. Vous aurez l'occasion tout à l'heure, parce que le temps nous est compté, nos deux personnalités doivent impérativement partir à 5 heures pour une question de train. Vous aurez la joie d'écouter Marie-Josée Comte, donc qui va être la responsable, sur la circonscription de Vichy du collectif Racine, qui est professeur de lettres en retraite. Et vous aurez aussi l'occasion d'écouter Madame Marion Sigaud, qui est historienne et écrivain, voilà, donc, et qui auront l'occasion de se présenter, voilà, vous vous présenterez un peu plus en détail. Comme hier, nous avons été aux côtés des éleveurs et des agriculteurs de l'Allier afin de les soutenir dans leur mouvement. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés des enseignants, des parents d'élèves et de nos enfants pour défendre l'éducation nationale de notre pays. Je suis moi-même parent d'élèves et j'ai pu observer l'évolution qui s'est opérée entre mon époque, c'est-à-dire les années 70, et celle de mon fils de 12 ans qui vient de rentrer en 6e, creusant un fossé entre les générations. Méthode d'enseignement complètement différente qui plonge les parents dans un désarroi le plus complet lorsqu'il s'agit des devoirs. Des enfants qui doivent se lever à 5 h du matin pour prendre un bus à 6 h 30 qui va les emmener à l'école à 8 h dans les petites communes rurales parce qu'il faut que le bus fasse le tour de toutes les communes. Un retour souvent à 19 h, 19 h 30. Si on rajoute à cela 1 h 30 à 2 h de devoirs chaque jour et des parents qui travaillent de plus en plus, on arrive très vite à ne plus avoir un moment privilégié avec nos enfants, mais des moments de tension et de conflit. Nous sommes conscients des difficultés qui touchent les professeurs, des programmes de plus en plus chargés, le manque de formation pour certains dans les écoles primaires avec l'apprentissage de l'anglais, avec des professeurs qui doivent se former parfois par eux-mêmes. Le manque d'effectifs, qui laisse parfois les élèves plusieurs semaines sans professeur, des offres d'emploi de la NPE qui recrutent des Bac+2 ou équivalents en comptabilité, des BTS ou DUT, gestion comptable, pour assurer des cours d'économie de gestion dans les lycées, laissant en suspens l'exigence du CAPES. D'une manière plus générale, la suppression de certains programmes comme les grandes civilisations, l'allègement de programmes où l'histoire de France rétrécit comme peau de chagrin, suppression de la notion de territoire au profit de l'Europe. Aujourd'hui, nos enfants ne connaissent ni le relief de l'Allier, ni celle de notre région, l'Auvergne, et encore bien moins celle de la France. La mise en place des rythmes scolaires, qui est un véritable casse-tête au niveau des maires, des petites communes. Tout ceci, et j'en oublie un, pour dire que l'école doit être un moment de partage, d'apprentissage du savoir, dans la sérénité et le respect. Un retour aux fondamentaux est urgent afin de limiter cette génération d'enfants sacrifiés sur l'autel de l'idéologie avec la théorie du genre, par exemple. Avec la fusion des régions qui risque de modifier la gestion des collèges et des lycées, c'est pour toutes ces raisons, et il en manque, j'en suis conscient, qu'il est urgent de réfléchir ensemble à l'école de demain. Je vais laisser la parole à Matteo, qui brièvement va vous présenter le collectif Racine sur l'Allier. Ensuite, il passera la parole à Valérie Liopis pour qu'elle puisse s'exprimer, et à monsieur Avello. Et ensuite, voilà, il y aura un système de questions-réponses avant que nos invités s'en aillent.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers collègues, tout d'abord, je tenais à tous vous remercier de votre présence, car elle est au-delà de nos espérances. Preuve que nos objectifs suscitent beaucoup d'intérêt. Je me présente, je m'appelle Matteo Manuel Deus, j'ai 28 ans. Je suis marié, je donc enseigné auprès de collégiens, de lycéens. Je suis aujourd'hui professeur de génie civil dans le secondaire. Je suis en poste dans le département et je n'en ferai pas de publicité pour garantir l'anonymat de mon établissement. Voilà, le bon fonctionnement de mes cours, etc. Je suis par ailleurs secrétaire au Front National de la première circonscription du département de l'Allier. C'est bien sûr celle de Moulins. Je me suis installé à Moulins depuis quelques mois maintenant. Je suis originaire de Ide, dans l'Allier, aux environs de Néry-les-Bains, Montluçon, pour ceux qui connaissent. J'ai l'honneur d'avoir été désigné par le secrétariat général, dont M. Avello en a la charge, pour présider la section collective Racine de l'Allier en qualité de secrétaire départemental. J'ai pour objectif, parmi tant d'autres, de bien la gérer, et nous allons vous la présenter dans quelques instants. Je souligne et je remercie tous les efforts de l'équipe organisatrice, le service de sécurité DPS et tous les bénévoles. Merci. Valérie. Eh bien, écoutez, chers amis, chers sympathisants du Front National, du RDR et puis maintenant du collectif Racine, j'avoue que je suis très heureuse d'être ici. J'adore découvrir des fédérations, des régions. Alors, j'ai pas eu tellement l'occasion de voir Vichy, mais en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous et j'ai rapidement découvert que nous avions même des lieux géographiques que nous connaissions, puisque je viens, comme l'a dit Claudine, je viens donc des Bouches-du-Rhône, de Tarascon, le pays de Tartarin, où Tartarin a un petit peu disparu, je vous l'avoue. Et puis, donc voilà. Donc, si vous voulez, j'ai deux passions qui sont l'amour de mon pays et l'amour de mon métier, qui est directrice d'école et maîtresse d'école. Et donc, du coup, le collectif Racine, eh bien, il me permet de réunir ces deux passions et de pouvoir vous faire partager mon analyse du système éducatif aujourd'hui, et puis aussi de toutes les propositions que le collectif Racine fournit, enfin produit en collaboration avec le cabinet de Marine Le Pen. Et il faut savoir que, et je pense qu'Alain Avello vous en parlera plus précisément, c'est que la vocation du collectif Racine a aussi, la vocation, ça sera d'étayer le programme politique de Marine en ce qui concerne l'éducation. Il y a déjà eu, évidemment, il existe un programme politique, celui qui a été présenté au présidentiel en 2012, mais il a aussi, bien sûr, le devoir d'évoluer, puisque le système éducatif évolue encore. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour les militants plus anciens du Front National, Jean-Marie Le Pen avait sans doute une autre approche de l'éducation nationale, parce que premièrement c'était avant les années 70, où l'état de l'école n'était absolument pas le même. Il était, j'allais dire, il était vraiment solidement encadré par des enseignants idéologisés, et notamment idéologisés 68 heures, on va dire. Et ce sont ces enseignants-là qui sont partis à la retraite maintenant et qui nous ont laissé, à nous, enseignants aujourd'hui sur le terrain, eh bien, des sauvageons. D'ailleurs, moi, je suis issue du mouvement de Jean-Pierre Chevènement, qui, à l'époque, voilà, et à l'époque, finalement, on se retrouve compris, parce que la souveraineté nationale, et puis aussi tous ces choix éducatifs de Jean-Pierre Chevènement, ça nous réunit beaucoup, finalement, on se rend compte au Front National. Voilà. Donc, si vous voulez, ça ne veut pas dire que Jean-Marie Le Pen ne comprend pas aujourd'hui aussi l'évolution, justement, parce que c'est grâce à Jean-Marie Le Pen que je suis aujourd'hui, d'une part, conseiller régional, donc je veux dire, il a parfaitement compris que c'était intéressant de connaître l'état de notre école, qui n'était plus exactement le même, et qu'on n'était pas les mêmes enseignants, que nous ne sommes pas les mêmes enseignants que ces 68 arts qui ont, encore une fois, à mon avis, fait énormément de mal à notre système de l'école. Et du coup, Marine, elle, a, dès la campagne présidentielle, ouvert et tendu la main aux fonctionnaires en général,
et aux enseignants particulièrement, parce que, évidemment, ce n'est pas en stigmatisant une corporation que nous pouvons redresser notre pays et redresser le système éducatif. Et c'est ce que l'UMP a tendance à faire, hein, c'est-à-dire stigmatiser le privé contre le public, etc., etc. Et donc, si vous voulez, Marine veut défendre ce grand service public que devrait être l'éducation nationale et que nous voulons bien sûr voir restaurer. Alors, depuis un an, hein, c'est-à-dire que nous avons fondé le collectif Racine avec Marine, exactement le 12 octobre 2013 à Paris. Donc, Alain Vélo, secrétaire général, Yannick Jaffré, le président. Eh bien, en l'espace, et ça, Alain Vélo vous en parlera mieux que moi, en l'espace d'un an, eh bien, il y a presque 1000 adhérents aujourd'hui au collectif Racine. C'est vous dire que finalement, comme les enseignants, même s'ils se cachent, parce qu'on sait très bien au sein d'une équipe pédagogique ce que ça veut dire d'être révélé Front National, hein, c'est absolument pas, c'est très difficile. Donc du coup, en tout cas, en plus de ça, nous sommes très attachés à la neutralité politique au sein de notre métier. Et bien, du coup, ces enseignants ont trouvé, à travers le collectif Racine, un moyen d'accéder à nos propositions, j'allais dire, d'une manière pas clandestine, mais je veux dire plus facilement, parce qu'il y a un site, parce qu'il y a des tas d'initiatives de la part d'Alain Vélo, le secrétaire général, qui permettent finalement aux enseignants de pouvoir entendre ce que nous avons à dire, parce que vous avez bien remarqué que ce n'était pas dans les médias qu'ils allaient avoir accès à nos propositions. Alors voilà, je suis donc maîtresse, j'aime bien dire ce mot parce que les enfants ils m'appellent comme ça et je trouve ça adorable. Eh bien, je suis maîtresse d'école, donc j'ai des CM2 depuis longtemps. Et puis, je suis directrice d'école en ZEP. J'ai toujours travaillé en ZEP parce que, comme je vous ai dit, Tarascon, même à Saint-Rémy, j'étais en ZEP à l'époque. Eh bien, voilà, il y a une population là-bas qui fait que nous sommes comme dans les critères, avec une population très défavorisée. Et du coup, je me suis enracinée dans cette école et dans l'éducation nationale. Et comme je le disais la première fois que je me suis exprimée au nom du collectif Racine, pour moi, Racine, ça ne veut pas dire m'encrouter, ça veut dire au contraire connaître de mieux en mieux comment fonctionnent les enfants, comment notre système peut être amélioré. Et du coup, c'est bien par l'amour de mon métier que je peux proposer, en collaboration avec tous les gens, tous les enseignants patriotes, je peux poser des choses qui m'apparaissent très justes. Alors, comme vous, certainement, comme beaucoup de gens, eh bien, on a eu la chance, comme Claudine, de bénéficier encore d'une école où on pouvait parler d'ascenseur social. Moi, je buvais les paroles de mes professeurs et de mes enseignants parce que pour moi, c'était mon rêve d'ailleurs d'être maîtresse, parce que pour moi, c'était celui qui m'avait, ou celle qui m'avait enseigné beaucoup de choses et qui me permet aujourd'hui d'être épanouie. Donc, j'ai vécu en tout cas cette connaissance de l'école à travers ces maîtres et ces professeurs qui représentaient le savoir et que j'avais envie d'accéder à ce savoir et ils me l'ont permis. Et quand j'ai commencé à être enseignante, en fait, eh bien, déjà on avait essayé de me formater à l'UFM. J'ai fait la première année de l'UFM qui existait avec Philippe Mérieux, qui est quelqu'un qui lui a été, en fait, d'ailleurs il devait devenir sans doute ministre de l'Éducation nationale avec Jospin, à l'époque de Lionel Jospin, et du coup il était le directeur de l'UFM où je suis allée. Et c'est vrai que je peux vous dire que c'était du formatage, dans le sens où on ne nous a jamais dit comment il fallait apprendre à lire aux enfants. Par contre, c'était du cassage de toutes les méthodes de lecture. Donc on ressortait de l'UFM, on savait surtout qu'il ne fallait pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. On ne savait pas comment apprendre à lire aux enfants, c'est quand même extravagant. Et puis, donc, du coup, moi, j'ai donc pas bénéficié, mais j'ai eu ce formatage. J'étais tellement heureuse de toute façon de devenir enseignante que j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre, on va dire, mais ce qui m'intéressait
stage et de pouvoir le plus vite possible enseigner. Et donc, si vous voulez, au départ, j'ai essayé de faire ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire, et puis même j'y croyais aussi au départ, hein, d'être une maîtresse, mais pas directive. Ça veut dire que vous avez une classe, les enfants, il faut que ça vive dans tous les sens, qu'ils soient des citoyens à 8 ans. Vous voyez, voilà. Et si vous voulez, comme j'ai expérimenté et comme j'ai fait avec la foi pourtant cet enseignement, je me suis rendu compte quand même très rapidement, surtout j'étais devenue maman, que c'était absolument épuisant parce que des enfants qui sont déjà dans un cadre familial où il n'y a pas de règles, de les comment dire, selon ce que disait Lionel Jospin, c'est-à-dire que c'était pratiquement les enfants qui devaient découvrir le savoir. Quand vous êtes dans une ZEP, franchement, vous le cherchez. Je veux dire, vous dites, mais quand est-ce qu'ils vont le découvrir, le savoir, vous voyez? Et puis donc, voilà, l'enfant au centre de l'apprentissage. Enfin bref, donc du coup, ça fait épuisant qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, je suis un adulte responsable, c'est quand même l'adulte qui sait ce qui est bien pour l'enfant, et non l'inverse, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, eh bien, j'ai décidé d'être l'enseignant que j'admirais quand j'étais gamine. Et du coup, je suis devenue la maîtresse de la classe. Eh bien, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et puis, bien sûr, j'ai eu des résultats de la part des enfants beaucoup plus rapidement et des vrais résultats. Alors, c'est évident que toute la spontanéité de l'enfant et toute l'idéologie qui est encore véhiculée à l'UFM, ça m'apparaissait de toute façon totalement inepte. Et j'ai encore du mal, et heureusement, grâce à mes mandats électifs, je peux éviter les conférences pédagogiques où on vous ressasse encore toujours les mêmes inepties. Et du coup, je suis heureuse quand je suis dans ma classe, quand je suis dans mon école, quand je suis avec mes parents d'élèves, parce que j'ai la foi dans mon métier et je me dis que c'est grâce aussi à Marine Le Pen qui m'a fait confiance justement pour m'exprimer. Et parce que c'est vrai qu'au début c'était difficile quand même pour moi de me révéler. Bref. Mais si vous voulez, je suis au contraire aujourd'hui encore plus persuadée qu'il est possible de redresser l'école à partir du moment où on prend le bon sens. Vous voyez, et c'est même rapide, ça peut être même très rapide avec des enfants, parce que les enfants ils n'attendent que de l'adulte qu'il ait du bon sens. Voilà. Alors, si vous voulez, vous savez, comme l'a dit Claudine, que la dernière lubie de l'éducation nationale, parce que ça marche par lubie, hein, vous voyez, donc la dernière lubie, c'est les rythmes scolaires. Donc si vous n'avez pas compris que l'enfant, selon tel rythme, il n'y arriverait pas, donc la dernière lubie, c'était bon. Si on met ces rythmes scolaires, c'est formidable, les résultats vont être rehaussés. Et donc, comme l'a dit Claudine, vous vous rendez compte, les élections municipales ont eu lieu en mars 2008 et il fallait que les maires, parfois donc vraiment nouvellement, c'était leur premier mandat, il fallait qu'ils aient mis en place à la rentrée 2014, septembre 2014, l'ensemble des écoles avec les nouveaux rythmes scolaires, les activités périscolaires, les tapes, les trucs, les machins, avec évidemment l'argent, le budget de la commune. Vous voyez? Donc c'est absolument infaisable. Hein. Du coup, voilà la dernière lubie qui évidemment, je peux vous dire que sur le terrain, non seulement il n'y a pas de résultats positifs sur le niveau scolaire des enfants, hein, parce que c'est ce qu'ils prétendent, mais en plus de ça, surtout pour les petites maternelles qui, non-stop, du lundi au vendredi, doivent se lever à, puis encore là pour ceux qui viennent de loin, à 6h30 du matin, ils sont déjà à la veille des vacances de la Toussaint. C'était comme quand nous sommes à la veille des vacances de Noël. Ils étaient épuisés, complètement sur les nerfs, etc. etc. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà la dernière lubie du système de l'école primaire. Et ça veut dire aussi déstabilisation des familles. Comment dire, j'entends vraiment ce que me dit tout à l'heure, ce dont m'a parlé Claudine, ce qu'elle vous disait, qu'à un moment donné, ça devient bouleversant et déstabilisant pour l'ensemble de la famille. Parce que quand vous avez des enfants que vous voyez comment dire, épuisés, qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur demande à l'école, vous essayez de rattraper le coup en leur faisant faire des devoirs, alors qu'en fait, ce n'est pas le rôle des parents d'enseigner. Les parents, ça devait être simplement d'accompagner leurs enfants pour un petit devoir d'un quart d'heure quand on est à l'école primaire. Et là, ça devient l'enfer. Voyez. Donc, du coup, tout ça, je comprends
la défiance des parents vis-à-vis des enseignants et surtout vis-à-vis de l'école. Mais je crois aussi que les parents comprennent aujourd'hui, chose qui n'était peut-être pas forcément le cas à l'époque, j'allais dire, de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il y avait vraiment cette volonté des enseignants d'idéologiser même les enfants. Mais là, si vous voulez, je crois que les parents commencent à comprendre aussi que les enseignants sont quelque part aussi victimes de cette situation, bien qu'effectivement, je vous le concède, certains continuent, d'ailleurs grâce à certains gros syndicats, à prêcher des choses totalement contraires à l'intérêt des enfants. Voilà. Alors si vous voulez, il y a aussi un autre problème tabou dans l'éducation nationale, pour la baisse de ce niveau scolaire, et que nous avons évoqué là avec madame, c'est le problème de l'immigration qui est prégnant en PACA où je suis. Parce que, si vous voulez, comment est-il possible de maintenir, par exemple, le niveau de français quand les enfants ne parlent pas français à la maison? C'est absolument impossible. Quand des familles qui sont de plus en plus nombreuses essayent d'imposer leurs coutumes, même au sein de l'école, et du coup, les enfants ne connaissent pas, et les familles ne connaissent pas ce que ça veut dire l'école de la République. Personne ne leur a, quand ils sont venus en France, on leur a pas dit, attendez, on va vous expliquer comment fonctionne la République, les règles de l'école de la République. Donc, si vous voulez, à un moment donné, le nombre fait que c'est, même sans volonté de la part de ces familles, c'est le fait que le nombre impose et submerge nos propres règles. Et puis après, vous avez aussi les politiques adverses qui, elles, viennent alimenter les revendications de la communauté. Donc, vous savez très bien de quelle communauté il s'agit, particulièrement dans le sud de la France. Et du coup, ça participe bien sûr au nivellement par le bas. Voilà. Et quand, de plus, on vous a demandé de ne pas être la maîtresse dans votre classe, c'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas avoir d'autorité, et bien la boucle est bouclée, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est les parents qui, eux, mettent leurs enfants à l'école parce que savent très bien que c'est un passage obligé, et bien qu'ils se disent, moi déjà j'ai des revenus modestes, mais je ne peux pas mettre mon enfant dans l'école de proximité qui est une école publique, parce que je sais qu'au lieu d'aller dans le sens d'élèves, eh bien ça va faire la chose inverse, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi tout l'environnement, dont le petit s'imprègne. Vous voyez? Donc du coup, voilà. Et donc c'est souvent les familles modestes aujourd'hui qui font le choix de mettre leurs enfants dans les écoles privées parce que, eh bien, ils se disent qu'au moins ils vont essayer de sauver l'éducation de leur enfant. Donc c'est totalement injuste parce que ces parents, ils payent leurs impôts pour aussi payer les enseignants, plus ils payent aussi une école privée pour que les enfants soient protégés de ce système-là. Voilà. Donc si vous voulez, ce que je disais d'ailleurs à Marine Le Pen au sein du bureau politique du mois d'octobre, c'est que finalement, par rapport à ça, eh bien, il faut que nos propositions politiques du Front National, ça soit être très rigoureux par rapport à la laïcité. Parce que la laïcité, ça veut dire qu'on n'impose pas son mode de fonctionnement de pensée, sa religion, chose qui est effectivement de plus en plus visible dans les écoles. Moi, j'ai énormément, il y a plus des mamans voilées, je veux dire, aux abords de l'école. Et puis aussi, on essaye d'imposer que, ben voilà, ils mangent halal, donc du coup, moi, je ne veux pas qu'ils mangent de viande, etc., etc. Voilà. Donc, si nous ne sommes pas clairs et nets par rapport à ça, c'est les règles de la République, c'est pas de l'identitaire en disant, nous, on ne veut pas d'eux, c'est simplement les règles de la République, donc là, ça passe par la laïcité. Et même si le ministre Vincent Payon a fait mine lorsqu'il est arrivé ministre, c'est pas longtemps, mais il nous a fait placarder des grandes affiches comme ça de la charte de la laïcité, même s'il a fait mine de brandir ce principe-là, eh bien ça a été le premier à se soumettre aux revendications de cette communauté qui a dit oui mais c'est de la discrimination si nous on n'a pas le droit voilé d'accompagner nos enfants en sortie scolaire. Donc il a fait marche arrière. Et puis, du coup, Benoît Hamon puis la Vallaud-Belkacem, eux, ils ont carrément pris la relève en disant, bah, écoutez, c'est vrai que pour les sorties scolaires, les mamans, elles pourront venir voiler. C'est-à-dire qu'il y aura simplement des exceptions si ça nuit à l'ordre public. Mais on n'a pas à se poser cette question-là. La laïcité, c'est la laïcité. Il n'y a pas à se poser... Bref. Donc, du coup, encore une minute.
D'accord. Non, mais il faut m'arrêter de toute façon parce que sinon je sais pas, j'arrive pas à avoir le timing dans la tête. Donc si vous voulez, il y a ça, il y a évidemment, c'est pas l'école à elle toute seule qui va, comment dire, faire comprendre les principes républicains aux enfants. Il y a le fait qu'à un moment donné, c'est la politique générale. Je ne vais pas vous faire tout le programme de Marine, mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est stop à l'immigration. Parce que si vous voulez, dans une classe, si vous avez à peu près 80% après d'immigrés, c'est quand même si la maîtresse elle a vraiment la foi dans son métier, à un moment donné, vous voyez, c'est l'envahissement total. Alors, il y a aussi la loi de la jungle aujourd'hui dans nos cours d'école. Hein. Voilà, donc si le directeur d'école n'a pas la lucidité par rapport à ça, et bien, c'est vrai que les parents d'élèves ne sont pas tranquilles aussi en disant je mets mes enfants à l'école, mais si le directeur d'école ne prend pas la mesure de l'insécurité qui règne même dans la cour de récréation, eh bien, il ne peut pas avoir confiance en l'école. Alors, je vais aller très vite maintenant. Donc, ce que je voulais vous dire, ce n'était pas les dispositifs très onéreux que les ministres récents là, ont mis en place qui vont redresser l'école. Hein. Et pourtant, Dieu sait que ça coûte très cher. Vous avez entendu Juppé qui a dit que lui, son programme, c'était de mettre tout en numérique dans les écoles. Donc, je ne vois pas le rapport entre le numérique, qui va coûter très cher, et le fait que les enfants vont apprendre à lire. Ensuite, il y a notre président de la République, il y a 2 jours, qui a dit que lui, il allait faire l'école de la deuxième chance, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris conscience qu'en fait, il y a énormément d'absentéisme dans les collèges, parce que les gamins, en fait, ils se barrent. Moi, j'en ai une, là, elle est partie 3 semaines au bled, et puis elle revient, puis il n'y a personne qui lui dit rien, parce que, voilà, on dit, ben non, les enfants, ils doivent suivre leurs parents. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'il y a du décrochage scolaire, puisqu'en fait, les collégiens, ils ont déjà compris certains, enfin, moi, en tout cas, c'est le cas dans ma vie, hein, que de dîner, ça rapportait plus que d'aller à l'école et de faire des efforts, hein, voilà. Donc, etc., etc. Donc, si vous voulez, le redoublement est banni, hein, parce que par contre, Nicolas Sarkozy, il s'est rendu compte que de faire redoubler les enfants, ça coûtait cher. Donc, du coup, pas de redoublement. Donc, il nous explique qu'en fait, le redoublement, ça serait très mauvais pour les enfants, alors qu'en fait, c'est parce que ça ira plus vite comme ça. Ils sortiront, de toute façon, ils n'iront pas lire. Donc, du coup, autant que ça soit plus rapide. Donc, évidemment, les conséquences, elles sont absolument désastreuses pour le pays, puisque comment voulez-vous que des enfants qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter en sortant de l'école primaire déjà soient aptes à suivre au collège, ensuite soient aptes à suivre au lycée, on leur donne leur bac, et après soient aptes à suivre à l'université. Hein. Et bien du coup, ça veut dire que quand on n'aura plus, je veux dire, ce qu'on risque, c'est d'avoir des gens qui sont totalement incompétents à devenir ingénieur, à devenir même artisan, à devenir, enfin bref, tout, parce que la base, ils ne l'auront pas. Hein, on commence déjà à le voir, tout ça. Ensuite, pour les propositions, parce que là, je passe vite aux propositions, c'est évident, en tout cas, ce qui concerne l'école primaire, que je connais beaucoup mieux que les autres parties, c'est évident que elle a un rôle névralgique, cette école primaire. Et que nous préconisons déjà la méthode syllabique. Parce qu'il est évident que ce n'est pas en apprenant des mots globaux, comme ça, hein, que l'on apprend à lire. Il y aurait beaucoup moins d'enfants chez les orthophonistes si on apprenait la méthode syllabique. Les enfants comprendraient ce qu'on leur demande, parce que c'est le b.a.-ba, voilà, etc. etc. Ensuite, moi, comme tout à l'heure, je vous disais que chacun doit retourner à sa place. C'est-à-dire que la maîtresse, le professeur, doit transmettre un savoir. L'enfant doit obéir au maître, parce que si on ne peut pas lui transmettre un savoir, s'il court dans la classe, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, le parent, il est là simplement pour accompagner son enfant dans ses devoirs. Encore faut-il que les devoirs, ça soit quelque chose de simple, et que le programme soit clair et net. Là, je vous dis pas, on nous a présenté à nous, enseignants, le dernier pré-programme, parce qu'ils font des pré-programmes, comment dire, donc initié par les hauts fonctionnaires autour de Vallaud-Belkacem. C'est inintelligible pour nous, les enseignants. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça soit intelligible pour les parents, pour les enfants, pour ça. Mais je me suis dit, ils sont devenus fous. On en est là. Ils sont devenus fous. Voilà. Donc si vous voulez, moi je pense que les enseignants doivent être uniquement évalués sur les résultats des enfants et non pas sur la dernière méthode à la mode. C'est ce qu'ils font les inspecteurs. Ils disent, ah, vous n'avez pas la dernière méthode, machin, le truc. Du coup,
Donc liberté pédagogique, à partir du moment où les enseignants ont de l'expérience, eh bien, ils savent mieux que l'inspecteur, avec sa grande science, savoir comment prendre telle ou telle classe. Liberté pédagogique, évaluation sur les résultats des professeurs. Et puis, évidemment, vous avez bien compris que c'est une réforme en profondeur de l'école et non pas un colmatage de brèche à coup de millions, là, en disant on va donner plus d'argent aux ZEP, parce que là, c'est ce que Belkacem vient de nous dire, Madame Belkacem. On va donner plus d'argent aux ZEP, on va mettre des ordinateurs, on va faire du coup de pouce le soir après l'école, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, si vous voulez, je pense aussi que le statut du directeur d'école, ça j'en parle parce que je suis dedans, à être révisé, parce que je crois que, d'après l'idéologie 68 arts et de gauche extrême, on va dire, eh bien, il ne faut pas de chef. Vous savez, il n'y a pas de chef. Donc, du coup, le directeur, il doit être collègue parmi les collègues, mais c'est quand même lui qui doit prendre des responsabilités et lui qui doit faire en sorte que son école fonctionne correctement. Donc, comment voulez-vous que votre école fonctionne correctement quand on vous dit que vous n'êtes pas dans le supérieur hiérarchique de vos collègues? C'est pas facile. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, vu les gaspillages d'argent qu'il y a au sein du budget de l'éducation nationale, et c'est le deuxième budget de France, vous vous rendez compte, après l'armée, je crois, hein, c'est ça, après la défense. Eh bien, quand vous voyez qu'il y a énormément d'argent qui part dans des postes démagogiques, comme les décharges syndicales, machin, comme les, je ne suis pas contre les syndicats, mais si vous voulez, je parle des gros syndicats enseignants qui aujourd'hui ont collaboré à cette INEFCI. Hein. Voilà. Et puis, si vous voulez, des postes où il y a des personnes qui se retrouvent payées par l'éducation nationale et qui n'ont pas d'élèves. Donc il y a un problème. Donc moi je pense qu'avec cet argent-là, on pourrait revaloriser les salaires des enseignants, en tout cas de l'école primaire, parce que ils ont quand même bac plus 5 et ils démarrent avec un petit salaire. Enfin bref, je pense qu'il y a aussi une amélioration à faire du budget de l'éducation nationale. Et enfin, mon expérience me dit qu'il est, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il est vraiment possible de redresser cette école dans le bon sens, en affirmant justement ces principes de bon sens, hein, c'est-à-dire avec la méthode globale, avec la méthode syllabique, etc., etc. Et puis, je pense que, et le collectif Racine en est la preuve, c'est-à-dire qu'en affirmant finalement, très paisiblement, nos convictions, c'est ce que je fais depuis que je suis... au début, je vous dis, hein, j'ai reçu quand même j'ai vécu l'ostracisme aussi, donc ça, c'est pas évident à vivre. Mais un jour, je me suis dit, Valérie, tu as à être fière de défendre ton pays, d'aimer ton pays et d'aimer ton métier. Donc, tu fais la classe avec tes convictions parce que tu as vu que ça marchait, parce que tu es persuadé et parce que tu as des résultats, parce que ce qui leur a fait très mal aussi à l'avant-dernière inspectrice, c'est qu'elle a dû reconnaître que mon école avait le meilleur niveau des écoles en ZEP de toute l'académie. Donc je ne vous dis pas comme ça a dû lui faire très très mal. Donc si vous voulez, avec tout ça, je ne peux pas me cacher dans les placards. Vous voyez. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je suis persuadée que le collectif Racine, et notamment avec le travail extraordinaire, je ne le dis pas parce que tu es à côté de moi, d'Alain Vélo, eh bien, tous ces enseignants qui ont choisi le métier de professeur par amour de leur métier, eh bien, à un moment donné, je suis persuadée qu'ils nous rejoindront parce que c'est tellement déprimant de faire son métier à contre-courant de ce qu'on nous demande, alors que c'est tellement extraordinaire de le faire dans le bon sens. Voilà. Et que les enfants ne demandent que ça, les parents ne demandent que ça. Et donc, j'espère qu'avec ces minutes que j'ai dépassées, eh bien, je vous ai donné une petite note d'espoir pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de l'école. Voilà. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie tout d'abord de votre présence. Je suis très heureux d'être parmi vous pour procéder à l'officialisation de la 9e section départementale du collectif Racine, que nous lançons donc aujourd'hui, celle de l'Allier. Alors, vous allez le mesurer aussi, il est difficile de prendre la parole après Valérie Lopi, tant elle dit de choses et que de surcroît elle les dit bien. Je vais être donc assez naturellement conduit à répéter, à redire un certain nombre de choses.
Je voudrais tout d'abord, puisque donc je représente ici les instances nationales du collectif, eh bien, dire quelques mots de son historique. Le collectif Racine est né durant l'année 2013 de la rencontre d'enseignants qui se sont trouvés des points communs, particulièrement sur les analyses qu'ils faisaient des dysfonctionnements que connaît le système, et également des points communs concernant les voies qu'ils commençaient à frayer dans le cadre de leurs discussions privées, des voies à suivre pour le redressement du système scolaire. Or, il s'est avéré que ces enseignants eh bien, avaient par ailleurs accompli tous peu ou prou le même chemin politique, que nous nous rassemblions, que nous nous retrouvions pour certains au Front National, que pour d'autres, en plus grand nombre d'ailleurs, il est vrai, eh bien, nous étions partie prenante du Rassemblement Bleu Marine, et que nous en sommes l'incarnation tous les deux. Pour un certain nombre d'entre eux, nous avions même accompli une sorte d'évolution politique qui nous avait conduit de la gauche républicaine, le chevènementisme, au début des années 2000, vers Marine Le Pen à partir de 2011. De ce fait, ayant découvert ou ayant pu vérifier ces points communs, eh bien, nous avons décidé de faire quelque chose ensemble. L'acte fondateur du collectif Racine a donc été la publication d'un article dans un grand quotidien national intitulé « L'appel pour le redressement de l'école ». Dans cet article, nous, tenus par une longueur à ne pas excéder de 4000 signes, eh bien, nous dressions l'essentiel des diagnostics que nous faisions et que nous continuons à faire de ce qui ne va pas dans le système scolaire et dans le système universitaire, et nous commencions à tracer un certain nombre de voies donc, à suivre en vue de son redressement. L'événement, cette fois-ci réellement fondateur de notre collectif, ça a été, donc Valérie l'a évoqué, la conférence de lancement national qui a eu lieu en présence de Marine Le Pen à Paris le 12 octobre 2013. Nous nous étions donc réunis dans un cadre politique sous l'égide de Marine Le Pen qui est le Rassemblement Bleu Marine. Car, en effet, les diagnostics que nous dressons des causes du déclin que connaît le système scolaire et le système universitaire, eh bien, renvoient en réalité à des causes politiques. Je dirais assez volontiers, de façon générale, que la principale cause du déclin de l'école et de l'université, eh bien, c'est le recul progressif de l'État et donc de la République. Ce recul progressif se marque à différents niveaux. Valérie en a évoqué la plupart, je vais peut-être en ajouter un ou deux. Particulièrement, le recul des principes de la République, c'est le recul de l'exigence d'assimilation républicaine. Alors ceci, évidemment, s'est accompagné d'une déferlante migratoire sans cesse croissante, qui a, en même temps que ce principe reculé, eh bien, rendu par principe inassimilé de plus en plus de populations, et c'est un problème que dans beaucoup d'établissements scolaires, les enseignants rencontrent, et qui, effectivement, nivelle par le bas le niveau et incapacite lui, l'école à accomplir sa mission. Valérie a également évoqué un autre aspect de ce recul de la République et de l'État. C'est le recul de l'autorité des maîtres, qui est très étroitement lié au fait, tu l'as dit aussi, eh bien, que la loi Jospin, notamment de 89, qui l'a traduit dans les textes même, dans les mots d'une loi, a décidé, idée on ne peut plus saugrenue, de placer l'élève au centre, le savoir, quant à lui, se trouvant relégué à la périphérie. Or, sur quoi se fonde l'autorité du maître, qui n'est pas de l'ordre de la sanction, mais de l'autorité légitime? Eh bien, sur le fait que le maître sait, alors que l'élève, lui, ne sait pas encore, et que donc le maître est là pour transmettre le savoir qu'il possède. Le recul des principes de la République, c'est aussi, et bien des mots que connaît le système viennent de là, c'est aussi eh bien, ce qu'il est convenu assez justement d'appeler l'idéologie égalitariste. En effet, on a battu en brèche progressivement depuis une trentaine d'années toute espèce de sélection en commettant en réalité un véritable contresens sur l'égalité. En effet, l'égalité n'est pas du tout antithétique ou antinomique avec le principe de la sélection, pour autant que la sélection soit juste. Mais comprenant par égalité ce qui en fait était de l'égalitarisme, eh bien, on a permis à tous les lycéens d'accéder au baccalauréat, en amont à tous les collégiens d'accéder au même collège, le collège unique qui a été mis en place par la loi Abi de 1975. Bref, bien des mots du système viennent de cet égalitarisme. Il y a une autre cause, une autre déclinaison de ce recul de la République
donc en tant qu'il explique eh bien, l'effondrement du système, le naufrage du système, c'est le recul de l'État via les politiques de décentralisation. En réalité, il faut, pour que l'école remplisse sa mission, que les exigences d'enseignement, les programmes, eh bien, soient définis nationalement et qu'on ne laisse pas les établissements, le cas échéant regroupés en bassins, décider de façon autonome de ce qu'ils transmettent. Or, la voie dans laquelle on s'est acheminé depuis déjà longtemps et dans laquelle on ne cesse de progresser malheureusement, eh bien, c'est une voie qui va dans le sens d'une autonomie accrue des établissements. Du fait que ce déclin, dont j'ai présenté quelques aspects, eh bien, est des causes politiques, nous avons la conviction, ce pourquoi nous nous rassemblons dans le cadre d'un mouvement politique, qu'il ne pourra être enrayé que par la réunion de conditions qui sont évidemment elles-mêmes politiques. Et nous avons, tel est notre dénominateur commun, que nous soyons au Front National, au Rassemblement Bleu Marine, ou dans l'une des composantes du Rassemblement Bleu Marine, comme le ciel par exemple, eh bien, nous avons tous évidemment la conviction profonde que la solution politique passe par l'accès de Marine Le Pen aux responsabilités, car Marine Le Pen incarne cette volonté politique sans faille qui saura de façon générale mettre en œuvre une politique de redressement national et de façon plus particulière une politique de redressement de l'école. Le rôle du collectif Racine, fondé sur ces convictions, est donc de contribuer, et de contribuer largement, à l'élaboration de la partie éducation du programme présidentiel de 2017. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place, et nous avons déjà largement mis en place, un certain nombre de groupes de travail thématiques dans lesquels se réunissent ceux de nos membres qui ont des compétences particulières. Le but de ces groupes de travail eh bien, étant de procéder à des expertises des problèmes que rencontre le système et sur la base de ces expertises, d'élaborer des propositions réalistes, chiffrées, qui sont également, pour certaines d'entre elles, très audacieuses et modernistes, qui vous permettront, dont l'application permettra le redressement, donc justement, du système. Je voudrais rapidement, par crainte d'être rébarbatif, passer en revue, ce qui me permettra de revenir sur les propositions que nous faisons, passer en revue rapidement la structuration de ces groupes de travail qui existent déjà en interne et qui sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, d'ores et déjà en mouvement et au travail. Nous avons constitué un premier groupe de travail qui réfléchit sur l'école primaire, qui se divise en deux pôles. Un pôle qui travaille sur l'école maternelle, un autre sur l'école élémentaire. Je rejoins une nouvelle fois Valérie. Il y a là, je ne sais plus le mot que tu utilisais, mais effectivement un point absolument fondamental qui réside dans le fait que l'école primaire ne transmet plus aujourd'hui les savoirs pourtant fondamentaux que sont le lire, écrire, compter. Il faut donc revoir, et nous travaillons là-dessus, quitte à nous inspirer d'ailleurs de certaines pratiques de pays étrangers qui ne sont pas allés aussi loin dans le délire de la méthode globale. Je pense en particulier à la Belgique, où une méthode syllabique est assez largement utilisée. Eh bien, nous voulons effectivement proscrire, tel est le sens de cette proposition, toute méthode d'apprentissage de la lecture qui ne soit pas purement syllabique. Méthode globale et tous ses dérivés, méthode mixte ou semi-globale. Nous avons constitué par ailleurs un autre groupe de travail sur l'enseignement supérieur, qui lui-même se divise en deux pôles, un pôle université, un pôle classe préparatoire aux grandes écoles et grandes écoles. Nous considérons que les classes préparatoires aux grandes écoles constituent l'un des derniers bastions de l'élitisme, c'est-à-dire de l'excellence républicaine. C'est la raison pour laquelle nous commençons à élaborer des propositions, notamment une proposition administrative de recentralisation partielle des universités, pour que, à contrario de ce qui se fait actuellement via une réforme enclenchée par l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, Fioraso, que les universités soient, pour une part, recentralisées sur le modèle des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous constituons, là, on retrouve le point de la recentralisation nécessaire du système, par ailleurs, un groupe de réflexion sur l'administration de l'éducation nationale, dont je m'occuperai principalement. Nous avons, je vais aller un peu plus vite, nous avons également, bien sûr, parce qu'il y a là un point tout à fait majeur, un groupe de travail qui se dédie à travailler les objectifs et les programmes d'enseignement. Tu l'as dit aussi, ce n'est pas un hasard d'ailleurs si nous avons beaucoup de professeurs d'histoire et de géographie qui sont très soucieux de réviser complètement les méthodes d'enseignement de l'histoire et de la géographie et surtout les contenus enseignés.
car nous avons aujourd'hui des enfants qui sont... Pardon? Non, vous appuyez sur le bouton qui nous fait sursauter, c'est bon. Elle a une théorie, voilà, Allez-y. car nous avons des enfants auxquels on ne permet plus de savoir quelle est l'histoire de leur pays. Voilà. Donc il faut que l'histoire, si j'en parle un tout petit peu, redevienne édifiante à travers la mise en avant des grands personnages de notre histoire. Au lieu de cela, on enseigne des bizarreries comme un empire de je ne sais quel continent, de je ne sais quelle époque, bref, qui n'a pas grand rapport avec la culture qui est celle de nos enfants. Il en va de même pour la géographie. Vous le disiez, Madame Lopez, effectivement, on ne donne plus à nos élèves, à nos enfants, la possibilité de se situer dans l'espace géographique national et de connaître par conséquent les richesses pourtant sans fond de leur pays. Je pourrais développer un peu plus concernant l'énorme travail qu'il y a à faire concernant les programmes d'enseignement, de même que la façon dont on enseigne donc l'histoire et la géographie, d'une certaine façon, exile les enfants hors de leur propre pays, les rend apatrides, et en ceci, bien sûr, cela est requis par la logique mondialiste. Et bien de la même façon, la façon dont on leur enseigne leur propre langue, en ne leur faisant plus faire de grammaire, en ne leur faisant plus partager, les enseignants ne sont plus dans la mesure de leur faire partager l'amour des grands textes de la littérature française, et bien d'une certaine façon, cet enseignement du français qui a périclité depuis 30 ans exile cette fois-ci les enfants comme hors de leur propre langue. Nous n'oublions pas, parce que ce point-là est absolument également pour nous majeur, le cas de l'enseignement technique, technologique et professionnel et le cas de l'apprentissage. En effet, je critiquais tout à l'heure l'idéologie égalitariste qui est l'une des causes principales du déclin des systèmes scolaires et universitaires. Eh bien, il faut inverser cette tendance égalitariste en rétablissant des paliers de sélection qui soient justes, ce qui suppose, bien entendu, de revaloriser les voies qui sont aujourd'hui considérées comme des voies secondaires ou des voies poubelles. Je pense en particulier à la voie professionnelle. Je suis très long. Et je vais quasiment terminer eh bien, en ajoutant un dernier aspect de nos propositions, qui est de travailler sur la question de la violence scolaire, car effectivement, il faut rétablir l'autorité, ce qui trouve sa condition dans le fait de recentrer le système sur le savoir et non pas sur les désirs ou la prétendue inventivité de l'élève. Il faut effectivement revenir à défaut de ce que l'autorité puisse suffire pour que le calme et la sérénité règnent dans les établissements. Eh bien, il faut revenir à une pratique des sanctions effectives, et un groupe de travail donc, du collectif Racine se dédie à réfléchir là-dessus. Je vais clore. Bon, eh bien écoutez, parallèlement à ce travail de fond qui n'est pas visible pour l'instant, même s'il y aura des étapes, nous pensons publier un livre blanc d'ici le mi-parcours qui nous sépare de 2017. Nous mettons en place, nous implantons localement pour répondre aux besoins qu'ont nos adhérents de se rencontrer, de discuter, de lire leurs compétences et de s'inscrire dans les groupes de travail que je viens de passer rapidement en revue. C'est aujourd'hui donc la 9e section départementale du collectif Racine que nous lançons, celle de l'Allier. Je remercie M. Mathéo d'avoir bien voulu accepter de prendre la responsabilité de cette section. Je sais que parmi vous, il y aura des membres actifs de la même section. Je remercie Mme Lopez pour son accueil et je vous remercie pour votre présence. Voilà, donc alors, on va procéder à une séance de questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, nos orateurs vont vous répondre. Alors, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc voilà, je vous laisse poser vos questions. Alors, Madame Silot. Oui, merci de me donner la parole. Oui. Après, vous aurez tout à l'heure aussi la parole. Oui, tout à l'heure également. On vous écoute, Madame Silot. Oui, je voulais savoir, je n'ai pas du tout entendu dans votre présentation, donc je vous remercie, j'ai trouvé tout à fait intéressant. Je n'ai pas du tout entendu parler du danger que personnellement je vois poindre, et j'ai énormément d'éléments là-dessus, et je pourrais en discuter avec vous dans une autre instance, l'apparition du sexe à l'école. Et ça, c'est une évidence. J'ai des textes, j'ai des informations, j'ai énormément de choses. C'est une horreur, et ça avance, et
c'est mondial et on peut les arrêter, il faut les arrêter, on doit les arrêter. Voilà. Je vous réponds sur ce point précis. Je dirais, si vous me permettez, que oui, j'ai quand même, sans utiliser le mot et sans faire explicitement référence à cela, j'ai quand même évoqué le problème, en disant qu'il fallait recentrer le système sur sa fonction de transmission du savoir. Parce que le fond du problème qui conduit donc à l'introduction, à l'immixtion même de ces théories tout à fait pernicieuses, dangereuses, c'est qu'elles n'ont pas leur place à l'école. Parce qu'elles relèvent de l'éducation et non... Oui, elles n'ont pas leur place à l'école. Parce qu'elles relèvent de l'éducation et non pas de l'instruction. Or, la mission de l'école, c'est d'instruire, c'est aux parents qu'il appartient d'éduquer. Voilà. Juste par rapport à ça, ce qui est presque cocasse, c'est que, par exemple, dans mon école, cette introduction, elle se fait plus ou moins par l'infirmière scolaire qui vient faire des cours d'éducation sexuelle aux enfants. Et du coup, ceux qui s'immiscent contre ça, c'est clairement les familles maghrébines qui ne supportent pas et qui, elles, viennent nous dire, alors de ce côté-là, quelque part, on les remercie, parce qu'elles viennent nous dire, non, mais ça se fait pas, hein, de parler de ça à l'école et tout. Donc ça, ça m'a toujours apparu cocasse et je me dis que ça met la limite. Mais j'ai énormément d'informations là-dessus. Oui. Si ça Vous nous en parlerez. Et juste aussi, je voudrais dire, dans mon expérience au collège, c'est beaucoup plus pernicieux que ça, c'est-à-dire que dans les programmes d'éducation civique, par exemple, ou dans les programmes de géographie, qui nous sont donnés, moi je suis jeune professeur donc je ne les regarde pas, par exemple en 5e on doit étudier un risque à l'échelle de la planète et le risque c'est le sida. Donc forcément il y a un élève qui va poser la question qu'est-ce que le sida, comment se transmet le sida, et donc là le professeur il est face à un dilemme où il dit on n'en parle pas, et donc c'est extrêmement frustrant et c'est difficile en tant que professeur, ou alors on est obligé d'expliquer. Donc moi j'étais obligée d'expliquer à un élève de 5e que c'était une maladie sexuellement transmissible. D'accord ? Donc la plupart ont rigolé. Il y en avait... Une question rapide. Vous avez combien d'élèves dans votre classe? Moi, là, cette année, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 25. Parce qu'hier, on regardait, moi, dans les années 50, on regardait ma classe, on était 37. J'ai toute ma scolarité à 42. Oui. De la maternelle à la primaire. Mais quand l'autorité est là, Ah oui. quel problème y a-t-il? J'ai passé toutes mes classes. Ça marche. Moi, j'en avais 52 à Djibouti et on entendait les bouches voler. Alors qu'à Vitrolles, ils étaient 23, ils étaient tous à tuer. Alors, si vous voulez, là, pendant 3 minutes, les personnes qui veulent, voilà, on en met des affiches, des personnes qui veulent que Valérie ou Alain leur fassent une dédicace avant qu'ils s'en aillent, il n'y a pas de souci. Et aussi bon, si vous voulez des photos, il n'y a pas de souci non plus, mais c'est maintenant, et c'est 3 minutes, merci. 3 minutes. Depuis Clovis, le roi des Francs, à Jeanne d'Arc, au cœur vaillant, le roi Henri, notre vert galant, et Bonaparte, général conquérant. Louis Pasteur et la rage vaincue, Victor Hugo, le poète absolu, Gustave Eiffel et sa tour élancée, les frères Lumière,